phrase qui ressort souvent dans l'écosystème, c'est mettre les mains dans le cambouis. Le côté savoir-être, insertion dans l'équipe, tout ce qui est esprit d'entreprise, d'initiative entrepreneuriale, pour moi, c'est clé. Je pense qu'il faut se poser et bien y réfléchir en se disant est-ce que je suis fait pour ce type d'environnement et est-ce que c'est adapté à ce moment de vie précis pour moi. Ça reste un projet qui a plein de complexités, plein de risques. Moi, j'y crois énormément, je suis sûre qu'on va y arriver, mais je peux pas promettre, quoi. Et ça apporte aussi beaucoup de valeur à une entreprise, d'avoir des profils comme ça qui sortent de l'ordinaire. On n'est pas dans des cases, surtout dans une start-up. Bienvenue dans Tam Tam. Je suis Léo Bernard, le co-créateur de Blendy, la formation recrutement pour passer au niveau supérieur. Ce podcast, sponsorisé par Tim Taylor, te permet de découvrir les meilleurs conseils et tips activables par les personnes qui recrutent, comme mes invités, pour les personnes qui recrutent, comme toi. Bonne écoute. Aujourd'hui, c'est un épisode particulier. On n'est pas 2, mais 3 autour de la table. Nicolas, recruteur à la BPI, m'a contacté il y a quelques mois pour faire connaissance. J'ai adoré découvrir ce qu'il faisait, je ne savais pas que la BPI avait une cellule recrutement. Et franchement, l'idée est géniale. Nicolas, son job, il vous l'expliquera mieux que moi, mais c'est d'aider les entreprises qui démarrent à faire le bon choix dans leur premier recrutement. Et pas que. Quand on recrute une personne dans une boîte de 9, cette personne en pèse plus de 10% de l'effectif. Alors que dans une boîte de 99, elle ne pèse plus que 1%. Vous avez compris mathématiquement l'importance des premiers recrutements. Je lui ai dit go pour le podcast, mais à condition de me trouver une personne qui était une fondatrice et qui ne serait pas à Paris. Du coup, on a pris 3 ans. Non, c'est faux. On a pris 3 mois. Et le gros line éditorial de Tam Tam, vous le savez, c'est des gens qu'on n'entend pas ou peu, des entreprises qu'on voit pas ou qu'on voit peu et des personnes partout en francophonie. Et donc, Nicolas m'a trouvé une pépite. C'est une entrepreneuse incroyable qui s'appelle Sophie. Elle a créé IlShape. On est dans ses locaux. Merci pour l'accueil. Et c'est donc une solution pour reconstruire les tissus humains. Mais tu nous expliqueras ce que c'est. Après un cancer du sein, par exemple. En plus, on enregistre en plein mois d'octobre. Donc, on est sur Octobre Rose. Donc, le timing est parfait. J'arrête mon monologue. Place à l'épisode. Bonjour à vous deux. Comment vous allez ? Très bien, merci Nicolas. Merci Léo. Non, c'est lui Nicolas. Merci Léo d'avoir accepté ce podcast. Avec grand plaisir. Vous allez raconter, je pense, plein de choses. Est-ce que du coup, pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous pouvez vous présenter qui commence qui veut en disant 1-2 minutes ce que vous faites aujourd'hui. Ok, bon, allez, je commence. Donc moi, je m'appelle Nicolas. Vous entendrez mon petit accent. Donc je suis originaire du Sud, à côté d'Avignon, et je travaille à BPI France. Alors pour faire court, parce que c'est vrai que BPI France, il y a plein d'activités, mais c'est un des plus grands fonds d'investissement en Europe, parce qu'on a investi dans 350 à peu près sociétés innovantes. Et le but, c'est d'investir pour mettre en avant l'innovation française. Ça peut être des startups ou des scale-up à impact, sociétal, environnemental, écologique, en santé, etc. Mais le but, c'est vraiment de montrer que la France est vraiment à la croisée de l'innovation et on veut vraiment pousser en ce sens. Voilà. Et pour finir, je suis plus rattaché particulièrement, moi, au Hub, où on est vraiment l'accélérateur intégré, un peu en mode couteau suisse pour ces entrepreneurs et ces entrepreneuses, une fois qu'ils sont investis. Et au Hub, on est à peu près 22 personnes, où on aide vraiment concrètement et opérationnellement ces fondatrices et ces fondateurs dans tous leurs enjeux stratégiques, business, recrutement, com, marketing, et on a mis en place aussi des communautés C-level. Trop bien, merci Nicolas. Et Sophie? Alors moi j'enchaîne, parce qu'en effet c'est grâce à Nicolas que je suis là aujourd'hui. Sophie Braque de la Perrière, donc je suis la CEO et cofondatrice de IlShape. En fait, j'ai travaillé auparavant chez Sanofi, donc un grand groupe pharma. J'avais hyper envie d'entreprendre. Et donc, je suis partie pour un projet. Et là, j'ai rencontré mes 5 associés. Donc, on est 6 cofondateurs à l'origine. Tout à fait. Il y a de la RH déjà. Vous voulez vous amuser. Dans les cofondateurs. Et on a créé ensemble IlShape il y a 5 ans et demi. Et donc, IlShape, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise de médecine régénérative. Et nous, ce qu'on développe, c'est une solution pour les femmes qui ont subi une mastectomie après un cancer du sein. C'est une bioprothèse qui est 100% naturelle, faite avec un hydrogel donc très souple, plein d'eau, qu'on imprime en 3D. Et on en fait une matrice poreuse qui va être implantée chez la patiente, qui va permettre de régénérer les tissus avant de se résorber. Donc, ça va vraiment permettre à la femme de retrouver ses propres tissus, son propre sein, en quelques mois, de façon naturelle. Et donc, voilà, avec cette belle boîte, on a plein de recrutements à faire et on a fait une levée de fonds il y a 2 ans et demi, dont la BPI fait partie. On a été bien chanceux et du coup, on a le Hub qui nous aide et notamment sur nos recrutements. Donc, voilà, Nicolas nous a aidés sur plusieurs recrutements dans l'entreprise
Et comme tu l'as dit, Léo, c'est très important quand on a une petite boîte. Trop bien, hyper intéressant le projet. Et donc ce que tu dis, dans quelques mois, années, il y aura bientôt, on pourra visiter peut-être, venir visiter le lab qui est juste à côté, là où on enregistre. Trop chouette, trop intéressant, ça va être trop cool au quotidien. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il y a le premier petit jeu, c'est des questions aléatoires. En fait, c'est un générateur de questions aléatoires. Okay. Il y a le lien en description pour les gens qui nous écoutent. Et donc, je commence par vous poser chacun une question et après vous me poserez chacun une. Donc comme ça, du coup, on est au même niveau. Première question, je vais la poser, comme ça vous pourrez choisir qui la prend, ça peut être intéressant. À quel personnage de fiction vous identifiez-vous le plus ? Waouh! Non, c'est pas que je m'identifie, mais celle que j'aime beaucoup, c'est Mary Poppins. J'adore Mary Poppins parce qu'elle a toujours dans son sac plein de choses, plein de solutions, il n'y a jamais de problème. Et je sais pas, mais c'est quelqu'un qui m'a bien. Beaucoup inspiré petite en tout cas. Même le nom est trop cool, genre Mary Poppins. Merci. Nicolas, la question du coup, la deuxième est pour toi, t'as plus le choix. Allez, qui a eu le plus d'influence sur vous en grandissant ? Je vais rester basique, mais moi, ça restera mon papa, quoi, bien entendu, pour certaines valeurs qu'il a pu me transmettre. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé d'un point de vue perso, et même à grandir professionnellement aussi, quoi. Ok, trop bien. Et donc je vous passe l'ordinateur, l'un d'entre vous va me poser cette question, j'ai pas regardé ce que c'était, je viens de générer, donc je vous laisse la poser et j'y répondrai. Alors Léo, si tu devenais un zombie, qu'est-ce qui t'embêterait le plus ? Aïe. Je pense que ce serait de manger mes chats, parce que quand t'es un zombie, d'accord, tu bouffes tout ce qui passe, et je détesterais manger mes 2 chats, ça serait horrible. Ma femme, à la limite, le chat, il fait genre 2 petits kilos, et ça serait cool en fait, je serais content pour elle qu'il y ait une femme, mes chats quand même, les pauvres. Et puis 2 en plus. Donc voilà, je ferai en sorte qu'ils fuient dans les arbres les plus proches, et j'en génère une autre, hop là. Alors la deuxième question, Léo, si les extraterrestres débarquent, quelles sont les 3 personnes que tu voudrais dans ton équipe ? Pour me défendre vis-à-vis. Elles sont plus sympas quand même que les vôtres, j'ai de la chance. je choisis pas, c'est aléatoire. 3 personnes, je pense que je prends directement des super-héros, super-héroïnes. Je me prends un Superman, une Wonder Woman et un Batman et je pense que je suis tranquille. Et du coup, je deviendrai comme ça officiellement un super-héros, ce qui serait quand même assez stylé. Merci à vous de vous être prêtés au jeu. On reviendra après la partie 1 à un deuxième numéro. J'ai un test de cette saison 4 pour voir... le but, c'est que vous, chers auditeurs et auditrices, vous restez plus longtemps dans l'épisode avec des petites comme ça moments qui sont assez fun et qui viennent ponctuer les sujets très sérieux dont on va raconter. Et la première partie très sérieuse, donc c'est comment aider des startups, des boîtes en pleine création à recruter leurs premiers salariés. J'ai une première question pour Nicolas. Yes. Pourquoi c'est si stratégique, les premiers salariés ? Et pourquoi c'est si clé ? Alors oui, effectivement, tu l'as précisé, pourquoi c'est clé peut-être pour des startups assez jeunes, early stage, ou en tout cas qui n'ont pas un effectif, on va dire, très important. Je dirais qu'il y a 3 raisons, selon moi, qui en ressortent. Déjà, c'est très crucial. C'est de passer d'un mode, ce que j'appelle un peu solo, à un mode organisation collective. On le remarque souvent dans les boîtes early, tout ce qui va être vision, compétences, ça dépend beaucoup au début des fondatrices et des fondateurs, par leur vision, leur énergie, leur polyvalence. Mais à un moment, on se construit, il faut grandir. Et pour grandir, il faut justement transformer ce côté énergie positif aussi à un collectif structuré. Et là, les premiers salariés vont poser finalement les premières bases de l'ADN de la boîte, ce qu'elle va devenir, etc., de la culture, des process et des valeurs qui vont faire justement cet ADN pour la startup. Donc c'est pour ça que selon moi, ce premier point est important. Ce que tu dis sur ça, c'est que potentiellement, en gros, les premiers salariés vont peut-être avoir une culture, mettre en place une culture qui sera différente de ce que les fondateurs et fondatrices imaginaient. Différente ou je dirais plus complémentaire aussi. Okay. T'en penses quoi, Sophie, de ce point-là ? Moi, je pense que on choisit ses premiers salariés et qu'en fait, ils rentrent dans la culture. Ils font partie de la culture qu'on va co-construire ensemble, cette culture, en fait. C'est en ayant des salariés qu'on va se rendre compte de comment on aime travailler, ce qu'on n'aime pas, et on va définir ça ensemble. Là, il y a des termes là-dessus, dans le jargon recrutement, on parle de culture fit quand on correspond, qu'on a la même culture avec la personne, et on parle de culture add quand on ajoute quelque chose. Ouais. Et c'est vrai que dans une boîte en début de création, c'est bien que les gens, il faut qu'ils construisent. En plus, vous êtes 6 fondateurs et fondatrices, donc là, laisse tomber. Mais tout le monde n'est pas opérationnel non plus. Donc ça va, ok, en effet. Et après, du coup, les gens qui rentrent, il faut qu'ils soient compatibles avec vous, mais qui aussi rajoutent leurs pattes. Et c'est ça qui est sympathique et difficile. Tu avais une deuxième raison. La deuxième raison, c'est maximiser l'impact de chaque recrutement. Encore une fois, pour des boîtes plus jeunes. Un recrutement, on va dire, dans une boîte plus grande, ça va se diluer un peu dans l'organigramme, finalement. Et dans une start-up plus jeune, plus early, effectivement, ce recrutement est important parce que s'il y a une erreur de casting, ça peut ralentir un peu peut-être le développement, voire menacer, pourquoi pas la boîte aussi, suivant la typologie de poste qu'on va recruter.
Et à l'inverse, un bon recrutement, ça peut faire, dans certains cas, on l'a vu, nous, exploser positivement la productivité, le business, accélérer l'activité au sens large, ou même si c'est des fonctions support, en tout cas soulager les fondateurs et les fondatrices sur certaines tâches, quoi. Donc c'est pour ça que ça peut être très important de maximiser cet impact et bien se poser avant de lancer le recrutement, quoi. Et tu avais une troisième raison, je crois, c'est ça? Yes. Ce qui est plus difficile pour une boîte un peu plus early, c'est attirer les talents malgré les moyens plus limités par rapport à des plus grandes structures. Les plus grandes structures font valoir souvent des comités d'entreprise, des avantages qui attirent les candidats. Pour des boîtes comme IlShape, ou en tout cas plus petites, on va miser sur certains leviers, en tout cas pour attirer. Sophie en a parlé, ça reste ce qu'on appelle dans le jargon une start-up à impact. Donc voilà, la mission, la vision des fondateurs et des fondatrices, la mission, tout ça, c'est ce qu'on met en avant et qui attire justement les talents pour rejoindre l'aventure. Donc c'est tous ces volets qu'il faut mettre en avant. Et l'aventure aussi, parce que moi je trouve ça super enrichissant d'arriver à ce stade de maturité. Il y a plein de choses à bâtir, à construire, on fait partie du projet. C'est vraiment une aventure entrepreneuriale, même si on est en CDI dans ces structures, quoi. Oui, quand t'as des salariés qui sont au début en effet et qui ont un impact aussi fort, même des fois plus, et donc qui des fois plus tard deviennent ce qu'on appelle des late founders. Vous avez franchement parlé de ce terme où du coup ils sont tellement impactants que du coup ils s'associent après à l'entreprise. Ça arrive très souvent. Tu en penses quoi, Sophie, de ça? Nous on dit qu'ils font partie des murs après. Ouais, voilà, exactement. C'est clair. De fou. Au bout d'un moment ils sont tellement là. En plus c'est l'ADN en tout cas. Oui. Ils constituent l'ADN et voilà, c'est très important. Bien sûr. Et tu vois, c'est marrant, c'est stratégique. Par exemple, toi, Sophie, combien de temps tu passes à peu près à la louche en pourcentage de temps à faire du recrutement? Tu vois, genre dans tes activités de dirigeante, c'est quoi la part du recrutement, tu dirais? Alors, on recrute pas non plus tous les 4 matins. Et on a recruté plusieurs postes. Donc, j'ai deux cofondatrices qui sont avec moi, hein, donc à la tête de la boîte. Donc, on se répartit le boulot. Et on va dire que... Non, ça fait peut-être 5-10%. Okay. 5%. Parce que tu n'as pas... Après, si tu relèves très bientôt, un jour, je te le souhaite, tu recruteras beaucoup plus. En fait, on a eu toute une période où on a eu pas mal de recrutement, mais là, maintenant, c'est un peu plus de par Bien an. sûr. Enfin, voilà, c'est ça. Ok, ah oui, donc en effet, c'est vrai que je comprends alors que ce soit ce montant-là. Deuxième question pour toi, Nicolas. C'est quoi ce que fait le hub au quotidien? Même pour moi, c'est obscur. Ouais. Tu m'as expliqué, mais je vais faire un peu genre exprès, genre, je sais pas ce que c'est. Comment si demain je crée ma boîte, allez, avec Elise, on fait notre entreprise, on en a marre de Blendy et de faire du recrutement et de former les recruteurs et les managers. Comment tu pourrais m'aider au quotidien? C'est quoi l'accompagnement du hub? Ça ressemble à quoi? Alors effectivement, chaque fois que j'échange avec des personnes, ils me disent waouh, vous faites ça au hub au sein de BPI France. BPI France, c'est connu pour plein d'activités, mais finalement le hub est peut-être un peu plus en sous-marin, et pourtant c'est ô combien important pour ses fondatrices et ses fondateurs. Donc je vous ai parlé effectivement de la partie BPI France, un des plus grands investisseurs dans l'écosystème. BPI France est parti d'il y a un constat à peu près un peu plus de 5 ans. Effectivement, une fois que ses fondatrices et ses fondateurs ont eu la levée de fonds par BPI France, qu'est-ce qu'on pourrait faire au quotidien pour les accompagner? Parce que bon, c'est bien, ils ont eu la levée de fonds, mais finalement, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus? Le hub a été réfléchi et construit en ce sens. Comment apporter et accompagner, soutenir ces fondatrices une fois investies dans leur quotidien? Donc on s'est dit, nous, on ne veut pas faire des PowerPoint en mode cabinet de conseil, on veut vraiment être impactant au quotidien. On a réfléchi finalement à une palette de services qu'on pourrait vraiment apporter. Alors rapidement, sans faire tout le pitch, mais je vous ai dit, on a à peu près 22 personnes. On a un pôle corpo, par exemple, qui vont aider ces startups à bien vendre auprès des grands groupes. C'est pas toujours évident d'arriver à identifier des grands groupes. On fait des matchings, voilà, c'est ce qui peut être intéressant. On a tout un écosystème aussi de partenariats qu'on peut mettre en place. On a un service communication événementiel où là, on aide ces fondatrices et ces fondateurs à rayonner dans l'écosystème avec des interviews, des articles, etc. On a mis en place aussi des communautés, des pôles communautés, des communautés C-level, finance, market, product, tech, où on fait venir des speakers, on fait venir en tout cas des personnes, on partage nos galères, de bonnes pratiques. Et pour finir, donc moi, je manage le pôle talent, où là, vous l'aurez compris, hein, avec mon équipe de 5 personnes, on accompagne ces fondatrices et ces fondateurs dans leur recrutement stratégique au quotidien. Donc pour nous, ça a du sens. On sent vraiment l'intérêt, en tout cas, de cet accompagnement. On est 5 personnes qui est dédié vraiment à recruter ces personnes. Alors, je précise, c'est un service sans contrepartie financière, nous, en tout cas, sur la partie recrutement qu'on apporte. Donc on va dire que le service est facilement identifiable comme pertinent. Et on intervient majoritairement, parce que comme on est le plus gros portefeuille européen, on a été obligé de mettre des critères de priorisation, donc on intervient, on va dire, majoritairement sur des profils
C-level, ça c'est le cadre général. Si c'est pas du C-level, au moins qu'il y ait une brique de management. Et les premiers profils qui ont vocation à co-construire des choses avec les cofondateurs. Et pour finir, depuis 1 an, parce qu'on a eu une demande, on s'est mis aussi à aider à recruter des board members indépendants. Ok, trop bien. Voilà. Donc c'est assez enrichissant aussi pour finir parce que on y reviendra. Moi, à un moment, j'ai 42 ans, je fais du recrutement depuis 20 ans, je pense. J'étais un peu lassé du recrutement, je tournais un peu en rond. Et là, ce qui est intéressant, ce qui est challengeant, c'est qu'on aide l'entrepreneuriat français. Donc ça, pour moi, c'est hyper stimulant. Et d'aller de secteur en secteur complètement différent et innovant, quoi. Donc, vous voyez, le secteur, par exemple, de Solfi avec IlShape, on peut aussi bien aider des entreprises qui vont lancer des fusées, de l'IA qui va détecter des cancers. Voilà, c'est hyper stimulant d'arriver à faire partie du projet avec eux pour les aider sur tous ces sujets stratégiques. C'est ouf ce que tu dis que ce soit gratuit tout ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand on a déjeuné. Comment tu as découvert, Sophie, que ça existait cet accompagnement parce que du coup, c'est peut-être qu'est-ce qui fait que tu t'es dit tiens, je pourrais faire ça et je pourrais faire appel à Nicolas? Alors, parce que justement, donc, on a fait une levée de fonds en 2022, dont la BPI France a été un des investisseurs. Et donc, juste après, on a pu parler avec l'équipe donc, du Hub BPI, et qui nous a montré tous les services qu'ils pouvaient faire, dont ce service recrutement. Et donc, c'est clair que c'est après une levée en fait qu'on recrute. Là, on recrute un peu moins en ce moment parce qu'on va repartir en levée, donc ça va revenir. N'est-ce pas ? Je prépare le terrain pour Nicolas. Allez hop, prépare ça Nicolas, fais de la page dans l'agenda. Et du coup, c'est vrai que nous, ça nous intéressait. Et puis, quand on a une petite boîte, c'est le recrutement, on va en parler, mais c'est un métier. Oui, merci de dire ça. Voilà. Est-ce que tu peux le répéter une deuxième fois juste pour mes oreilles ? C'est un métier, je vous le redis. Une troisième ? C'est un vrai métier. C'est pas qu'un faux. Trop bien, non mais c'est chouette et c'est cool d'avoir cet accompagnement-là. Est-ce que du coup, je te reviens à toi Nicolas, un ou deux exemples de missions sur lesquelles tu as intervenu récemment par exemple, ou même tes préférés, j'en sais rien, tes recrutements préférés que tu as fait depuis que tu bosses à la BPI? Ce que je te disais précédemment, c'est que notre force au sein du Hub Talent, c'est d'adresser finalement tout type de secteur innovant. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellé quand je suis arrivé au sein du Hub, c'est vraiment des secteurs innovants, très différenciants les uns des autres, avec des contextes qui varient finalement suivant le poste qu'on peut prendre. Je t'ai fait une petite liste, là, un petit mémo dans ma tête sur les typologies de postes et d'environnement. Tu vois, en ce moment, on est en train de recruter par exemple un profil, on va dire, VP Sales et Marketing dans le nautisme. Ok, nautisme, tout ce qui est bateau. Ouais, ça va être tout ce qui va être, trop bien. Qui va être au niveau des bateaux, des moteurs par exemple. J'ai aidé une biotech, une start-up dans la science à recruter sa directrice brevet. Ok. On a aidé aussi une personne dans le retail, dans une marque hyper connue en France, à recruter une personne qui va gérer toute la partie influence sur les réseaux. Et un des premiers recrutements qui m'a marqué quand je suis arrivé à BPI, c'est qu'il fallait recruter un expert, un ingénieur qui allait lancer des stations de télécommunications dans des zones très particulières, du type désert australien par exemple. Wow. Donc, je t'allais dire du style dans l'Aubrac. Non, c'est bon. Donc, pour vous dire, voilà, on se lève le matin, on va naviguer trop bien. Sur des postes complètement différents, dans des environnements hyper passionnants. Et ça demande aussi une capacité à s'intéresser aux univers pour lesquels on prend les postes, comprendre un petit peu les activités aussi. Je dis toujours, on n'est pas des experts, mais la moindre des choses, c'est d'aller s'intéresser quand même sur les univers dans lesquels on va. Et en fait, notre rôle, ce que je dis toujours, c'est d'être un facilitateur au niveau de ces fondatrices et de ces fondateurs, en leur proposant des offres sur tiroir vraiment adaptées à leurs besoins. On est vraiment un sparring partner en ce sens. Très bien. Donc au niveau du recrutement, on peut aussi bien les aider sur de l'accompagnement complet, de la prise du brief, du sourcing, de l'approche directe, les premiers entretiens, les premiers comptes rendus, avec, on va dire, aussi une évangélisation sur les bonnes pratiques, sur les process, avec un accompagnement complet jusqu'au closing, jusqu'à la proposition. Puis on a d'autres offres qui correspondent davantage à d'autres situations. On a des managers, des fondateurs, des fois, qui préfèrent approcher eux-mêmes les profils. Dans ce cas-là, on leur propose un peu des listings qualifiés. Et on peut les aider sur les premières approches, mais ils préfèrent prendre le lead des fois sur ces approches-là. Et on peut intervenir pour finir sur la partie évaluation. Ils sont avancés sur des process et ils veulent notre avis en tant qu'investisseurs et recruteurs. Voilà, on leur propose ces palettes de services assez variées. Trop bien.
Hyper intéressant, merci. Et on va revenir du coup sur l'exemple concret de comment vous avez bossé ensemble tous les deux, ce qui sera le but de la partie 3, on fera un focus là-dessus. Avant ça, on va passer à la partie 2, mais avant de passer à la partie 2, où Sophie, du coup, tu vas nous raconter, toi en tant que dirigeante, comment tu recrutes du coup tes premiers profils. C'est l'heure du deuxième jeu, je vous l'avais promis. Le deuxième jeu, alors c'est à chaque fois, c'est jamais la même chose, donc vous savez pas sur quoi vous tombez à chaque épisode. Là, celui qui tombe aujourd'hui, c'est le tu préfères. Je sais pas si vous avez déjà joué, c'est les fameux dilemmes un peu voilà, tu préfères que nanana ou nanana. Donc là, c'est pas un tu préfères gore ou quoi, c'est un tu préfères qu'elle est au recrutement. Donc je vais vous donner 2 choix, donc un bon dilemme, et ce sera à vous de me dire ce que vous préférez en développant votre réponse, pas juste le premier, parce que sinon c'est pas drôle. Et je vais vous laisser 10 secondes de préparation, le temps du jingle, pour vous mettre frais, et ensuite je vous poste le tu préfères, et on est bon. Attention, c'est le lancement du jingle. Alors, en plus, il y a un vrai jingle, donc lancement du jingle. Tu préfères quoi ? Donc, tu préfères pour vous avez 2 choix. Choix numéro 1, est-ce que vous préférez une technologie qui vous permet de donner sans aucune erreur le pourcentage de performance de la personne une fois en poste, mais vous ne savez pas combien de temps elle restera ? Elle peut rester 3 mois ou 3 ans ou 30 ans. Ou alors, une technologie qui vous dit précisément combien de temps la personne restera en poste dans l'entreprise, genre au jour près, mais vous n'avez pas le droit de la recevoir en entretien avant de la recruter. Ouais, c'est très dur. Vous voulez que je répète ? Oui, oui, moi je suis sûr que c'est le premier. Ok, pourquoi ? Alors c'est sûr, parce que de savoir combien de temps elle va rester sans savoir si elle est performante ou pas, sincèrement, moi je préfère avoir quelqu'un de performant, et puis si elle part, c'est parce qu'elle a d'autres choses qui l'intéressent. Donc moi, faut qu'il y ait un match de part et d'autre. Et à toi d'aller faire après de la rétention, t'assurer qu'elle reste, de la fidéliser, de faire des petits textes dans la cafette avec des... Si elle a envie de partir, elle sera mieux ailleurs. Enfin, je veux dire, voilà, ça serait dommage pour nous, mais... Ok. Ouais, je rejoins Sophie aussi. Pour moi, c'est vraiment miser sur la personne et sur ses compétences. Et après, j'ai envie de dire, on s'adapte, c'est la vie d'une entreprise. Si la personne doit partir, ça fait partie du cycle de la vie. Voilà, la personne part, ça fait partie du jeu. Mais c'est plutôt miser sur la personne, ses compétences, le culture fit aussi. Ok, et même si je vous dis qu'il y a quelqu'un qui a 100% de comptabilité, mais de compatibilité, pas de comptabilité, et qui part dans 3 mois, vous prenez quand même ça ? Ah pareil, oui. Ok, très bien, intéressant. La rétention, je provoque exprès, juste pour le principe. On reste... On est cohérent dans notre choix. Exactement. Aligné. Un recrutement, c'est un investissement dans tous les termes. Prendre quelqu'un pour 3 mois, c'est pas toujours... Oui, ce serait pas très rentable, mais en effet, 3 mois, la personne est surperforme, je sais pas, elle vient, elle vous déveloque un truc incroyable et puis elle part, mieux vaut ça que quelqu'un qui reste 3 ans. Si elle part, c'est qu'il y a un mismatch à un moment donné. Donc je sais pas quoi, mais... Ou comme tu dis qu'elle a mieux, et dans ce cas-là, tant mieux pour cette personne. On ne pourra pas la faire rester à contre-cœur. Donc, très chouette. Elle sera moins performante à terme. Et vous étiez d'accord tous les deux, donc c'est parfait. Merci pour ce petit tu préfères. C'est un test sur la saison 4, les différents jeux. Je sais pas si je garderai, mais merci d'être des cobayes. Voilà, il y a un laboratoire à côté, tu vois. Vous me direz après en off si vous avez bien aimé. Partie 2 du coup. Question directement, plutôt pour toi Sophie, mais je suis curieux d'avoir ton avis aussi Nicolas sur ça, parce que tu t'es à 100% concerné. Quand tu lances un besoin, donc tes premiers profils, tu peux prendre un exemple concret si tu veux que tu as eu à faire dans les précédents mois ou années. Qu'est-ce que tu fais pour t'assurer que le recrutement va être un recrutement utile ? Comment en gros tu cadres ton besoin de recrutement ? C'est une très bonne question, parce qu'au début, on pense à un poste. Mais c'est très vague. On dit, tiens, j'aimerais bien avoir voilà, une ingénieure R&D ou un poste réglementaire qualité. Mais franchement, c'est une ligne. On s'assure déjà d'avoir le budget. Déjà, la première chose, dans une petite boîte, c'est est-ce que je peux financer ce poste ? À quel niveau ? Et après vient la partie sympa où il faut quand même un peu détailler, structurer et donc lister c'est quoi les activités, les compétences recherchées, le savoir-être en entreprise, toute la fiche de fonction qui va nous permettre après de lancer le recrutement. Et ça, c'est une sacrée c'est compliqué à faire parce que faut vraiment se poser, faut réfléchir, de passer d'une ligne à une fiche de recrutement. C'est une sacrée paire de manches, quoi. Et tu dis un truc, ça l'importance. Ouais. Ce que tu as intéressant, c'est que tu parles par exemple de R&D. Si tu dis R&D, derrière, on va à tous les coups, tous les trois, on a une définition différente de ce que c'est. Et c'est là où tu veux en venir, peut-être, Nicolas. Oui, ce que je veux dire, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les boîtes, elles adaptent un périmètre de poste, ou en tout cas, elles font une fiche de poste, et des fois avec des terminologies de typologie d'intitulé de poste, qui correspondent dans leur référentiel en interne et qui parlent pas spécifiquement à l'externe. Donc il faut toujours penser aussi en amont de dire, ça c'est notre périmètre auquel on pense en interne.
comment l'adapter et qui parle en externe, en tout cas sur des talents potentiels qui vont lire le titre et le descriptif, quoi. Tu aurais des exemples de ça que tu aurais pu voir, de postes justement qui veulent un peu tout dire et rien dire, et Je peux pour pas une trop boîte, spoiler c'est parce clair. qu'il y a des choses confidentielles, mais des titres à rallonge hyper shinés sur le papier à la mode et qui finalement, in fine, quand tu lis le descriptif, faisons au plus simple. Faut penser aussi, c'est bête, hein, mais aux algorithmes des plateformes sur Tout à lesquelles fait. on diffuse. Pour qu'il y ait des matchings un peu plus performants, il faut penser à ces titres-là. Et puis, suivant les typologies de métiers, quand ils voient des titres à rallonge un peu bullshit, ils se disent bon, c'est pas terrible, quoi. Donc, faut penser à ça aussi, quoi. Et alors pour aller plus loin aussi sur la définition du besoin, ce qui est compliqué, c'est qu'on se projette à un instant T, mais il faut voir plus loin. Donc ça, c'est aussi très compliqué parce qu'une start-up, souvent, tout bouge très vite, il faut avoir de la flexibilité. Et donc, c'est pas toujours évident de réussir à projeter ce poste, pas qu'à court terme, mais à moyen long terme. C'est une bonne transition vers une question que j'avais pour toi, c'est t'attends quoi d'un profil en début de vie d'entreprise? C'est pas la même chose que, tu vois, tu disais avant que tu étais chez Sanofi, c'est ça? Un profil chez Sanofi et un profil dans ta boîte aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est quoi tes attentes par rapport à une personne là qui te rejoindrait aujourd'hui dans une phase où peut-être tout est mouvant, tout est à faire? Alors, c'est sûr que quand on a une petite équipe et puis quand c'est le démarrage, c'est un rôle clé, hein. On l'a déjà dit par rapport à la culture. Déjà, premièrement, il faut que ça matche. Il faut qu'on ait envie de travailler ensemble, qu'on ait du plaisir. En général, quand c'est une start-up, c'est parce qu'on bosse dur, mais on bosse dans une ambiance où on a plaisir à bosser ensemble. Donc, il faut avoir déjà du plaisir à travailler ensemble. Après, il faut avoir une grande polyvalence. Parce que c'est la start-up, donc moi j'ai beau être CEO, parfois je fais la vaisselle, parfois je fais ménage, je sors les poubelles. Voilà, on fait tous ça, n'importe quel poste de l'entreprise. Donc il faut savoir être sur tous les métiers, de la stratégie à la voilà, chose le plus simple. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est ça que j'adore moi. Donc la polyvalence, la flexibilité, parce que comme je le disais, notre feuille de route, elle peut être amenée à évoluer, il peut y avoir des choses qui changent, donc il faut savoir que tout n'est pas figé à l'avance. Il faut avoir une grande autonomie, parce qu'on est une petite équipe, donc on n'a pas le temps de vraiment encadrer les gens de façon très proche, donc chacun doit faire preuve d'autonomie et d'initiative. C'est vraiment valoriser de pouvoir prendre l'initiative et qu'on communique bien pour s'assurer que ça va dans le bon chemin, mais voilà, d'avoir ces initiatives. Et il faut de l'entraide. Quand je parle de polyvalence, en fait, c'est aussi entraide, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait des coups de rush. Et, chacun est on est tous sur le même bateau et on s'aide les uns les autres parce que on va tous au même endroit et il faut que ça soit tous ensemble. Donc, il faut vraiment un bon état d'esprit. Et ça, pour moi, c'est il y a les compétences évidemment très techniques, bien sûr, mais il y a tout l'environnement qui est très important également parce que c'est pas n'importe quelle aventure quand on rejoint une start-up. Trop bien. En lien avec ça, dans une des boîtes dans laquelle j'ai bossé, qui était pour le coup une boîte assez petite, il y avait le dirigeant qui disait toujours que dans une boîte en early stage, si quelqu'un fait pas un truc, souvent t'es habitué, tu vas dire il y a un problème et tu vas le remonter à quelqu'un, là c'est tu fais. Même si tu sais pas faire, tu vas apprendre à faire et au pire tu auras appris une compétence et après une fois que tu as résolu ton problème dans l'immédiat, ensuite tu mets en place un process pour pas que ça se reproduise demain. Mais moi ça m'arrive de faire des trucs qui étaient par exemple genre le site web, tu réalises qu'il y a un truc qui va pas, même si tu sais pas faire, tu demandes à la personne, tu me passes les accès, il y a une virgule, il y a une coquille, je vais le faire. Plutôt que de faire un mail, j'ai remarqué que non, c'est pas ouf. Donc trop intéressant que ce que tu dis, que tu avais en complément par rapport à ça, Nicolas, un bon profil. Tu recrutes beaucoup des profils en début de phase d'entreprise. C'est quoi les 2-3 trucs que tu vas regarder chez une personne? Je ne vais pas revenir sur les qualités qu'a cité Sophie, j'aurais dit exactement les mêmes. Ce que je pourrais en tout cas ajouter, nous on s'assure effectivement d'aller cibler des profils qui vont matcher avec ce niveau de maturité. C'est pas toujours évident lorsqu'on nous lance sur un poste. Des fois, on nous demande des profils avec un certain niveau de seniorité, pourquoi pas aussi qui viennent de grands groupes, mais qui vont être difficilement adaptables à cette typologie de contexte. Souvent, ils sont très ancrés dans la stratégie, ils perdent un peu le côté opérationnel. Il y a une phrase qui ressort souvent dans l'écosystème, c'est mettre les mains dans le cambouis. Ouais. Ils n'ont plus trop ce côté-là, et on perd le côté opérationnel. Donc ça, c'est très important d'être polyvalent, flexible, l'esprit d'entraide et de cohésion, mais effectivement, se dire... Ce que je disais tout à l'heure, on arrive quand même dans un projet entrepreneurial. Donc il faut faire partie de l'aventure et il faut être touche à tout, être curieux, s'intéresser. Et moi je trouve que c'est hyper enrichissant parce que finalement on a la possibilité d'aller sur tous ces sujets-là et d'aller apprendre si on est en mesure si on a la volonté d'aller s'intéresser à ces sujets. Donc c'est bien validé en amont que le profil va matcher avec ce niveau de contexte et de maturité, de notre côté en tout cas.
Trop bien, j'aime ce complément. Et tous les deux, du coup, quand vous avez en face de vous des profils en entretien qui sont des profils qui vont être au tout début d'une aventure, qu'est-ce que vous vérifiez chez ces gens-là? Et surtout, c'est quoi vos méthodes appliquées à je veux m'assurer que cette personne-là, elle sera un bon membre de mon équipe naissante? Alors, évidemment, on commence toujours par s'assurer que techniquement, ça répond à notre offre d'emploi. Ça, c'est sûr, c'est la première chose qui est mise en œuvre. Mais moi, je vous l'ai dit, je pense que sincèrement, le côté savoir-être, insertion dans l'équipe, tout ce qui est esprit d'entreprise, d'initiative entrepreneuriale, pour moi, c'est clé. Et pour nous aider, ça, on l'a mis en place il y a quelques mois. C'était pas au tout début, mais on a mis en place nos aspirations dans l'entreprise de comment on a envie de bosser ensemble. Donc, on a réfléchi à qu'est-ce qui faisait qu'on avait plaisir à travailler ensemble et qu'est-ce qui allait pas. Voilà. Qu'est-ce qui était des comportements où ça nous plaisait moins. Et on a réussi à en définir quelques mots-clés que maintenant on met dans nos entretiens pour voir avec la personne comment elle se sent par rapport à ça. Et en général, c'est super parce que ça match ou pas. Et donc là, on va vite. Mais c'était important pour nous justement de voir qu'est-ce qui faisait qu'on avait plaisir à travailler. Parce que quand même, il faut qu'on ait du plaisir. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Très bien. Effectivement, comme l'a dit Sophie, donc analyser la capacité à aller sur ces sujets techniques qui sont quand même demandés prioritairement au niveau de la fiche de poste, au niveau du savoir-être. Donc ça, effectivement, je reviens un peu à ce que Sophie a dit, cette capacité de demander à la personne quels sont tes facteurs go, entre guillemets, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi dans ton prochain défi. C'est très différent d'une personne à une autre. Certains vont nous dire l'équilibre vie pro, vie perso, l'impact, la vision des fondateurs. Ça peut paraître assez basique, mais finalement, avec ces petits baromètres, ces petits critères, on peut se dire, là, elle va être plus adaptée à la start-up, en tout cas par rapport au cas de figure à l'instant T, ou pas. Effectivement, si la start-up nous dit, j'ai besoin de flexibilité, quelqu'un qui s'investisse, parce que là on a une levée de fonds dans 6 mois, il faut que là, durant les 3 premiers mois, on se donne les moyens de cravacher entre guillemets pour y arriver. Si la personne à l'instant T nous dit, moi, si l'équilibre vie pro, vie perso, je veux finir peut-être à 16h ou 16h30 tous les jours, ça peut être un peu compliqué. Voilà, c'est d'évaluer en tout cas les valeurs, ça va être importante. Et après, des petites demandes de mise en situation classique, des cas de figure, ou comment tu te projetterais par rapport à telle ou telle situation, et de voir si ça peut matcher avec notre situation actuelle, quoi. Vous avez là-dessus allez, 1 ou 2 red flags, genre vraiment des points rouges que vous avez en entretien, vous dites ça passera jamais sur des profils en début d'entreprise, de stade d'entreprise? Quelqu'un qui n'a pas confiance en ce qu'il fait et qui a toujours besoin qu'on le chapeaute, ça c'est compliqué pour nous parce que on n'a pas la bande passante pour pouvoir vraiment tout le temps derrière lui, donc il faut avoir une vraie autonomie ou un vrai esprit d'initiative, ça c'est très important pour moi. T'auras un red flag, Nicolas? Oui, que tu vois souvent. Ouais, on sent que la personne ne va pas être du tout dans l'exécution, dans l'opérationnel, ou alors qu'elle a été habituée à être dans un environnement très siloté, ou en tout cas, effectivement, drivé au quotidien. Donc ça peut être un peu plus compliqué. Je dis jamais que c'est impossible, parce que tout est possible, bien entendu, mais ça peut être un peu plus compliqué, en tout cas, par rapport à certains recrutements. Ça, c'est sûr. Et et quelqu'un qui aurait des aspirations assez prononcées par exemple sur du management rapidement, alors qu'on n'a pas la possibilité de lui donner, ça peut être compliqué de la recruter parce qu'elle va être frustrée au bout d'un moment si on ne peut pas lui donner le côté stratégie, le côté management. Donc il faut être clair dès le début avec la personne. Tu arrives dans tel contexte, sur du court et moyen terme, tu auras la possibilité de faire ça, éventuellement dans le futur si ça évolue, voilà. Mais il ne faut pas lui promettre des choses. Aucune garantie. C'est pas possible. Oui. Et puis aussi un red flag, c'est si la personne elle a vraiment besoin de ceinture bretelle surtout, qu'elle ne vienne pas dans une start-up. Si elle a besoin que tout soit cadré, que tout soit... Voilà. Et qu'elle n'est pas prête au fait que c'est un peu flexible et qu'il y a de l'agilité dans une start-up qui est de facto l'ADN de la boîte, ça aussi. Voilà. Oui. On peut partir sur une idée au mois d'octobre et finalement, mi-novembre, au niveau de l'activité, il y a quelque chose qui fait qu'on doit changer de stratégie. Pour certains et certaines, c'est un peu plus dur de se dire « mince, on m'a fait travailler sur tel sujet, et puis là, on prend une autre trajectoire. » Ça fait partie de la vie d'une start-up. Voilà.
Il faut être prêt à Faut être prêt apprendre à tout ça. ça. J'essayais, je le retrouverai, je vous l'enverrai parce que c'est un article qui pourrait vous plaire, qui était en gros, c'était les 40 choses qu'on vous dit pas quand vous rejoignez une startup, et c'était que les trucs négatifs, négatifs. Genre en gros, les défis que tu vas avoir, du type, bah oui, potentiellement, tu vois, tu parlais, tu fais la vaisselle, tu fais le ménage, bah tu vas aller devoir acheter du café à côté parce qu'il n'y en a plus, personne te dira, tu arriveras des fois et on te dit du jour au lendemain, bah il reste plus que 3 mois de cash, donc toi, tu pars. C'était très à la fois barbare et en même temps, du coup, quand tu dis ça, t'es là, genre, il te dit à la fin si vous êtes OK pour toutes ces situations-là, alors c'est OK. S'il y en a plus qui vous dérangent que des choses qui vous plaisent, alors partez et y allez pas. Ça peut être dangereux. Dernière question sur ce thème-là, c'est est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent tiens, moi j'aimerais bien aller, je quitte mon grand groupe, je vais aller bosser dans une PME, dans une startup. Des messages, des conseils, vous imaginez que ces personnes-là seraient après un entretien avec vous. Qu'est-ce que vous aimeriez, comment vous aimeriez qu'elles se comportent, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elles disent, soit sur le CV, soit sur l'entretien. Des conseils à des gens qui voudraient rejoindre une startup. Alors ça va avec tout ce qu'on s'est dit là avec Nicolas, c'est que faut qu'il y ait une personne qui soit prête à s'investir dans un projet où c'est risqué par essence. Mais c'est ça qui est génial, c'est que c'est un projet souvent qui est ambitieux. Enfin, moi, c'est vrai que c'est ce que je vends chez IlShape, c'est qu'on a un super beau projet, hyper ambitieux, avec quelque chose qui peut vraiment changer la vie de millions de femmes et même d'hommes, parce qu'on est vraiment dans la reconstruction des tissus mous au sens large. Donc il y a plein d'applications possibles, mais clairement. Ben oui, ça reste un projet qui a plein de complexités, plein de risques. Moi, j'y crois énormément, je suis sûre qu'on va y arriver, mais je ne peux pas promettre, quoi. Voilà. Et donc, il faut des gens qui soient prêts à s'investir dans le sens, dans un truc où, oui, il y a pas de certitude, d'accord. Et puis aussi s'investir parce que on est une petite boîte, donc on grossit, là on est plus d'une dizaine maintenant, mais on reste une petite entreprise. Il y a tout à faire, il faut savoir mettre la structure, mais aussi être assez flexible, agile. Il faut réussir à gérer le fragile équilibre entre quelque chose qui est hyper carré, on nous demande de la santé, c'est hors de question de ne pas être rigoureux, mais on est aussi une petite boîte qui doit ne pas avoir des process trop lourds qui vont tout compliquer. Quand on vient d'un grand groupe, on sait que c'est pas la même échelle et qu'il faut savoir justement jouer sur cette agilité. Donc, pour moi, c'est d'avoir des personnes qui sont là pour le potentiel et pour toute l'ambition du projet, tout en étant très agiles et flexibles dans leur comportement, dans leur savoir-faire. Voilà. Et puis savoir que on vient moins sur du financier que sur du sens, parce qu'on n'aura pas tous les avantages qui sont dans les gros groupes, c'est normal. Donc voilà, on a plein d'autres choses qui viennent compenser l'avantage purement financier. Trop bien. Canon. Ça donne envie. Un truc à rajouter sur ça, Nicolas, ou pas ? Je pense que c'est pas adapté, et c'est normal, à tout type de personnes, de personnalité. Ça dépend de son moment de vie aussi. Je pense qu'il faut se poser et bien y réfléchir en se disant... est-ce que je suis fait pour ce type d'environnement par rapport à toutes les situations qu'on a évoquées avant ? Et est-ce que c'est adapté à ce moment de vie précis pour moi ? Je donne des exemples. J'ai réussi à débaucher, je ne vais pas citer les grands groupes, mais des personnes de très grands groupes à l'international qui ont rejoint des tout petites startups avec des salaires et des avantages bien moins importants. Et les motifs, c'était j'ai atteint un certain niveau de seniorité, j'ai envie de donner un coup de main à l'entrepreneuriat français. Je suis prêt à faire un effort salarial parce que je crois à ce projet, je crois à cette aventure. Et donc j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et à contrario, j'ai des profils plus jeunes qui me disent, moi, et on le voit de plus en plus sur ces générations de jeunes, qui se disent, moi j'ai envie de donner un sens, en tout cas dans ce que je vais faire. Et j'ai envie de rejoindre une aventure qui correspond à mes valeurs, ou en tout cas à mes aspirations. Et je suis prêt à faire un effort financier. On se rend compte de plus en plus que... l'aspect financier, on ne va pas se mentir, oui, ça compte, mais pas que. Il y a vraiment se sentir engagé dans ce qu'on fait au quotidien, personnellement, professionnellement, et en quoi ce que je fais professionnellement peut apporter, en tout cas, une pierre à l'édifice, et qu'est-ce que je peux apporter dans mon quotidien, quoi. Et effectivement, une activité comme Sophie, moi je me dis, c'est vraiment hyper challengeant et enrichissant de se dire, au quotidien, je vais aider ces femmes, et plus tard ces hommes, qui vivent ces difficultés dans leur vie, de pouvoir les aider dans mon quotidien, quoi. C'est incroyable. Trop bien. Pareil, je suis convaincu, va me donner envie tous les deux de rejoindre une start-up. Et un truc à rajouter pour ça, et après on passera à la suite, c'est en effet que c'est un pari, pari financier, ça dépend, parce que des fois il y a des boîtes, si on a des BSPCE ou quoi, le pari financier peut être gagnant. Si on est fidèle et qu'on reste... Alors après, faut pas y aller pour ça, parce qu'il y a 1% max de chance que ça marche et qu'on arrive à devenir riche par rapport à ça. Mais par contre, il y a un pari de carrière, parce que souvent dans des startups, on peut aller beaucoup plus vite, on peut aller plus à des postes de management si on a la confiance du coup de la direction, on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'on ferait potentiellement en grand
grand groupe. Et donc, ça peut être un pari de carrière de se dire, tiens, j'ai Tout à envie fait. d'accélérer, mais avec les risques qu'il y a derrière. C'est pas sûr que ça marche, c'est pas sûr que ça marche comme on le souhaite, etc., etc. Et puis il faut avoir envie d'apprendre parce qu'on apprend C'est tout ça. le temps, on peut Oui. faire plein de choses différentes. Enfin, c'est ça qui est vraiment génial, hein, c'est que the world is your... Enfin, on peut vraiment Sky is faire no son limit. poste. Ouais, sky is the limit. On peut vraiment faire son poste. Trop C'est bien. ça qui est génial. On reste sur Sky is the limit, j'adore. Trop bien, on va passer après à la dernière partie qui sera justement un cas pratique, enfin un cas sur lequel vous avez bossé tous les deux, donc un recrutement sur lequel vous avez travaillé qu'on va décortiquer de A à Z. Merci. Avant ça, on arrive au troisième et dernier jeu de cet épisode. Le jeu, c'est le Fast and Tam Tam. Jingle. Le principe du Fast and Tam Tam, il est très simple. C'est des choix, un A ou B, du style bleu ou rouge, et vous me dites très rapidement, sans réfléchir, genre vraiment votre réponse qui vous vient tout de suite. Ok. Et bon, on n'épilogue pas sur. Alors, s'il y a besoin d'une mini explication, vous prenez une petite phrase. Mais voilà, c'est. On ne justifie pas. On va forcément. vite, Ouais. c'est D'accord. rapide. Allez. Comme vous savez sur Combini à l'époque, où genre on a boîte à questions, Oui. un petit Et tous peu les deux en même Canal+. temps. Non, chacun votre tour, Ok. vous pouvez prendre. Attention, première question, Paris ou Lyon? Lyon. Lyon. Ok, je m'attendais pas à ça, très bien. Un candidat qui est passé par le CAC 40 ou un candidat qui est déjà passé par une startup? Startup. Startup aussi. Ok. Business Angels ou BPI? BPI. BPI, mais les business angels comptent aussi, les deux. Tu Ça veux garder dépend ton du job, contexte. tu sais. Un candidat qui répond à la question comment ça va comme un lundi tous les jours, ou un candidat qui vient pas les lundis parce qu'il a pas envie? Bon, bah, comment ça va, lundi? Pareil. Venir en short en entretien, c'est permis ou pas? Oui. Ça dépend du contexte. Un process en 2 longues étapes ou en 4 moyennes étapes? Alors moi je réponds. Alors là, tu vas me dire langue de bois, mais ça dépend aussi du contexte. Ça dépend du poste, mais bon, je pense que maintenant, même les candidats, 2 étapes, ça suffit pas. Ils ont besoin de creuser et de se projeter. Ouais, 4 moyennes étapes. Ok. Pour ou contre la prise de référence? Pour. Je pense que ça peut rassurer. Non, je l'avoue, on le fait pas tout le temps. Mhm. Ça dépend vraiment de situation, mais ça peut conforter en tout cas un recrutement Ok. et se protéger aussi en tant que recruteur hein, aussi. Hein. Mhm. Pour ou contre la question sur les 3 qualités et les 3 défauts? Pour dans un... Si c'est dans un... Non, mais pas comme ça fait trop scolaire. Voilà. Alors moi, je l'amène différemment. Parce que je trouve que ça fait un peu old school. Mais en gros, qu'est-ce que tu pourrais apporter? C'est quoi tes atouts dans une conversation un peu plus structurée? Mais c'est vrai que brut de décoffrage comme ça, je trouve que ça fait un peu old school. Quoi. Une Ouais. candidature spontanée ou une recommandation d'un ami? La recommandation, c'est quand même toujours plus rassurant. C'est toujours plus rassurant, Mais ça peut c'est être pas en plus... double Non, tranchant. je suis d'accord. Oui. Non, pardon. C'est vrai. Non, du coup, spontané. Faut être spontané de Dernière ma question, réponse. attention, c'est la plus dure. Octobre rose ou Movember? Octobre rose. Moi, je dis les deux parce que les deux comptent. Bravo. T'aimes bien dire les deux en même temps, genre, je me mouille pas, comme ça on ne prendra pas mes paroles contre moi. C'était du coup le Fast and Tam Tam, merci d'avoir participé. Et donc on passe donc à la partie 3. La partie 3, vous allez me raconter à tous ceux qui écoutent de A à Z pourquoi vous avez bossé ensemble. Parce que c'est la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est que vous avez bossé ensemble dans le passé. Donc on va commencer, c'était quoi la situation que vous aviez, à laquelle vous étiez confrontés? Je fais une petite intro avant que Sophie commence. Vas-y. Moi, quand tu m'as posé cette question, je me suis dit que j'aurais pu choisir la facilité en prenant un poste lambda pour lequel ça a été hyper simple. Et en fait, je me suis dit, ce qui peut être intéressant, c'est de se challenger, sortir de sa zone de confort et justement parler d'un poste qui peut-être, on y reviendra, sur le papier paraissait simple, mais que finalement, il s'est avéré qu'il a été plus difficile que... Premier ministre. Ah non, pardon. Non, alors avec Sophie, on a choisi un poste, et après elle prendra la suite, d'office manager pour IlShape. Ok. Et là, je remercie Nicolas parce que normalement, il avait dit c'est plutôt des C-level, mais je lui ai dit j'ai un sujet où c'est pas simple pour moi, donc j'aimerais que tu m'aides. Et il l'a fait. Voilà, je spoil, il l'a fait. Et donc ce besoin, c'était de pouvoir avoir une personne polyvalente, on y revient, dans l'entreprise. Donc office manager, ça veut tout dire et rien dire, d'accord? C'est un poste qui est très très large, mais moi, mes besoins, ils étaient sur des aspects déjà très compta administratif. T'aimes pas ça? C'est étonnant, non? J'aime pas ça. J'étais contente qu'on puisse m'aider là-dessus. Tous les paiements, toutes les factures, même les salaires, les comptes, tout ça. Mais aussi avoir un poste sur la partie, on va dire, équipe. Enfin, vraiment être là pour pouvoir faire le lien dans l'équipe. Okay. Donc, le lien entre tous les salariés. L'accueil des nouveaux arrivants. Donc, le côté, comment faciliter leur vie, leur insertion. Comment s'assurer qu'il y a une petite vie sympa qui s'instaure.
Donc là, faire des choses pour les anniversaires, faire des choses pour des événements, enfin voilà, vraiment mettre du lien. Et gérer aussi les locaux. Parce qu'on venait d'emménager dans des nouveaux locaux Ici, avec du des coup, labos. ouais. Donc ici, voilà, il y avait des travaux. Donc nous aider aussi cette partie qui était assez lourde. Et donc gérer tous les petits aléas du quotidien pour faciliter la vie, vraiment, que ça soit plus simple pour tout le monde. Donc c'était ça, vraiment un couteau suisse qui nous facilite à tous la vie. Du coup, t'appelles Nicolas et Nicolas dit quoi? Tu te fous de moi, je sais pas que ça va faire, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas. En plus, ta boîte, c'est pas intéressant comme sujet. Allez hop, next. Truc horrible. Non, bah écoute, moi j'avais de la bande passante à ce moment-là. Et puis, d'un point de vue personnel, un petit coup de cœur pour IlShape aussi. Et je me suis dit, bon, je vais donner un coup de main. Et comme je le disais, sur le papier, ça me paraissait simple. Puis en creusant, en prenant le brief, il y a plusieurs constats en tout cas qui en sont ressortis. Plusieurs points à prendre en considération. Le premier, c'est que, comme vous le disiez, c'est un poste assez large, Office Manager. Ça peut regrouper plein de choses. C'est assez transverse, large, et ça regroupait plein, en tout cas, selon moi, d'expertise et de compétences. Donc ça, c'était la première chose. Le deuxième, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte quand même assez early stage. Donc on a des budgets plus limités, on ne va pas se mentir. Et en plus, Sophie me dit, bon, finalement, je pense qu'on va partir sur un poste temps partiel, pas un temps plein. Donc là, je me suis dit, ouais, elle me donne un challenge complémentaire par rapport à ce recrutement. J'ai dit, pourquoi pas? J'aime bien les défis. Payer un mois sur 2. Et c'était un CDI déjà, t'as eu de la chance. Oui, j'avais de la chance. Et après, voilà, ce type de rôle, ça peut, en tout cas, ça recoupe des réalités très différentes. On peut cibler, en tout cas, on voit des parcours d'assistants de direction qui peuvent être parfois un peu trop capés, trop expérimentés pour ce type de rôle. Où on voit un peu aussi des assistants. En fait, il n'y a pas un intitulé de poste bien précis. L'Office Manager est apparu assez récemment, quoi. Et Sophie, avec ses grandes qualités aussi, elle n'avait pas un focus bien précis sur un parcours type. À double tranchant, ça. À double tranchant. Donc, elle était assez ouverte sur des profils de tout horizon. Voilà, elle privilégiait l'énergie, en tout cas la polyvalence, l'envie d'apprendre. Et d'être couteau suisse et d'être adaptable. Donc finalement, les possibilités étaient très larges. Et on y reviendra sur ces... Ouais. Mais pour vraiment présenter le contexte, c'est vrai que je me dis, j'ai plein de petites tâches que j'aimerais donner à quelqu'un, mais comment j'en fais un poste qui soit harmonisé? On parle d'administratif à la vie d'équipe, c'est quand même des compétences assez larges, on peut dire. Souvent, c'est dur d'avoir les deux d'ailleurs. Voilà, D'être à la fois donc c'est pour ça aussi que C'est c'était pas si simple. Le budget n'était pas illimité, donc pour ça, temps partiel. Donc c'est vrai que le cahier des charges était complexe, j'en étais complètement consciente. Et j'ai dit à Nicolas, bon, je sais que c'est pas simple, mais ça nous aiderait énormément. Enfin, on avait vraiment besoin d'aide là-dessus. Enfin, moi, je sentais que j'en porté trop de trucs, quoi. Parce que du coup, tu avais essayé avant dans ton coin ou tu as commencé directement avec Nicolas? Je pense que j'ai demandé à Nicolas direct. Oui, direct. Je crois que c'était ça, oui, Oui. pour ce poste. Oui. Oui. Ok, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, donc, vous êtes appelés, vous avez fait ce point ensemble. C'était quoi les actions? Après, vous me direz si ça a marché ou pas. J'ai cru comprendre que oui, j'ai eu un spoiler. On s'en doute. Sinon... Alors c'était terrible, ça fait depuis 1 an, on n'y arrive toujours pas. C'est toujours la cata. Du coup, on a arrêté la BPI, ils ne financent plus. Qu'est-ce que vous avez mis en place comme action du coup pour arriver à la situation qu'on va avoir aujourd'hui et vous me parlerez des résultats? Bon, déjà, c'était d'analyser un petit peu le contexte et de voir quel modèle d'accompagnement serait le plus approprié pour ce recrutement. Donc là, dans les modèles d'accompagnement, j'avais proposé à Sophie de l'accompagner, ce qu'on appelle en interne en search, c'est un recrutement de A à Z. Donc dans le jargon des recruteurs, ça va parler de s'occuper aussi bien de la diffusion, du traitement de l'inbound, des candidatures potentielles qui pouvaient entrer, mais faire de la proposition aussi de profils qu'on allait sourcer sur les plateformes assez classiques de type LinkedIn ou les CV Tech du marché. Avec bien entendu les premiers entretiens, les comptes rendus et le suivi, le conseil tout au long du process. Donc ça, c'était déjà pour introduire un petit peu le projet. Au niveau des actions côté recrutement, donc effectivement, le but c'était d'arriver à identifier tous ces profils. Ça n'a pas été simple, comme je disais, parce qu'il y avait une multitude de profils qui pouvaient matcher, en tout cas. Mais je vais vous donner quelques chiffres, parce que ça, je pense que ça peut être intéressant de comprendre aussi. Nous, à la base, au Web Talent de BPI France, sur des profils C-level, je précise, donc des profils plus expérimentés, on est en moyenne un taux d'acceptation entre 50 et 60 jours, ce qui est très bien pour des postes de C-level. Et là, pour vous donner quelques KPI pour ce poste d'Office Manager, on a été à peu près, je ne sais plus en tête, mais à peu près 3-4 mois de mission, ce qui est quand même énorme pour ce type de poste.
on avait vu à peu près, identifié 44 profils identifiés comme intéressants. Donc des profils soit qu'on avait reçus en candidature ou que Sophie m'avait présélectionné par rapport à du sourcing que j'avais pu faire. Et elle a vu en entretien, Sophie, je pense, une 15aine de personnes. Ok. Ça a été hyper énergivore, même s'il y a eu des échanges très intéressants. De mémoire, moi, j'ai le souvenir quand même d'avoir eu des belles rencontres, des feats humains assez intéressants. Voilà, ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Par contre, ça demandait beaucoup d'énergie. Et on a eu aussi quand même quelques perditions en route au niveau des process. Donc ça a été très difficile aussi. Je dis toujours, le recrutement, c'est un ascenseur émotionnel. Alors là, pour ce poste-là, avec Sophie, ça l'a été des personnes qui arrivaient en finale et finalement se désistaient pour raisons perso, ou qui acceptaient ailleurs. Ça n'a pas été évident. Bon, moi, j'aime rien lâcher, donc c'est ça que ça m'a plu d'aller jusqu'au bout. Mais ouais, ça n'a pas été simple. Okay. Mais c'est vrai que, donc, par rapport à mon besoin un peu complexe, on va dire. Relou, tu peux le dire. On peut dire que c'est des relous, on peut l'accepter, voilà. Ce que j'ai bien aimé, c'est que Nicolas, du coup, il me l'a... Donc, on a quand même fait une fiche de fonction, on a bien fait les choses, mais voilà, il m'a aidé à bien remettre bien tout au carré, et il m'a fait tout un listing de qu'est-ce qui était important pour moi ou pas. Il m'a identifié plein de candidats, et à chaque fois, j'avais, de façon très simple, je disais, ça m'intéresse pas. Je garde pas. Donc, il m'a fait tout ce travail de sourcing initial qui était hyper important, qui prend beaucoup de temps. D'accord ? Alors après, c'est vrai que comme le profil était très large, on avait plein de profils différents, plein de formes. Il n'y a pas une formation pour être office manager, donc il n'y a pas un profil. Donc on a eu plein de candidats. Bon, du coup, c'est vrai que je me disais, il y en a plein qui pourraient faire l'affaire. Donc c'était pas si simple de savoir qui était dedans ou pas dedans. Mais c'était du coup très simple pour moi d'avoir déjà ce sourcing, tout pré-mâché, de dire, bon, là, oui, non. Donc ça m'a beaucoup aidé. Et tu me faisais aussi les premiers entretiens, donc c'était quand même un pré-filtre très important. Donc je voyais moi qu'en deuxième ligne, les personnes, et c'est vrai que j'ai rencontré des personnes avec des profils mais complètement différents, où ça a hyper bien matché, mais il y a eu des problématiques, raisons personnelles, sa maman qui était malade à ce moment-là, et on a eu des déconvenus, donc on s'appelait un peu désespérés. On disait, bon allez, faut garder le moral, il faut retourner, il faut recommencer, prendre le bâton de pèlerin et y retourner. Donc on avait des shortlists qui se réduisaient, qui repartaient, et c'est vrai que ça a été un peu épique, parce que je pense que ce profil, il est finalement... bien plus complexe qu'un C-level. Ouais, c'est clair. Et sur quels critères, du coup, à la fin, vous avez choisi de prendre la personne que vous avez recrutée dans l'équipe ? Enfin, c'était quoi le ou les critères qui ont fait mouche quand vous avez eu cette personne-là par rapport aux autres ? Alors, moi, c'est clair que je voulais un couteau suisse. Voilà. Et elle s'est présentée comme un couteau suisse. Donc c'était écrit dans son CV, je crois. Pourtant, de Lyon, c'est un peu loin, la Suisse. Mais... c'est pas si loin, finalement. Non, mais écoute, elle avait vraiment ce côté, je trouvais... atypique, alors clairement très atypique sur plein de choses, mais je me suis dit finalement elle a du potentiel, donc ça va être intéressant de la voir. Elle coche quand même ce côté, moi je voulais quand même le mouton à 5 pattes, donc on en a beaucoup discuté avec Nicolas. Je me dis c'est quand même un petit risque qu'on prend, mais est-ce qu'on y va, on n'y va pas, et et donc on a pris une personne qui répondait à justement la complexité de ce poste et à l'étendue des qualités qu'il fallait pour ce poste, on va dire. Effectivement, moi ce que j'ai aimé aussi dans son parcours, c'est un peu touche à tout. Sans trop spoiler, elle a fait de la vente de mémoire, elle avait fait un parcours en tout ce qui est photographie. Elle avait fait une formation quand même, elle avait un background de mémoire, je ne sais plus si c'est le BTS assistant de gestion ou office manager. Elle avait une base quand même admin. Elle avait quand même une base admin, en tout cas au niveau de sa formation. Mais c'est un peu avec son père aussi. Enfin, il y avait plein de petites expériences qui faisaient qu'elle savait faire plein de choses, mais c'était pas forcément tout très scolaire. Alors, moi, j'ai habité 4 ans au Canada, à Québec, et c'est vrai que là-bas, tu peux être boucher au mois de janvier, fleuriste au mois d'octobre. Et sales l'année d'après. Ouais, ils te font confiance, peu importe ton parcours. Et là, c'est ce que vous dites. Je trouve beau, en fait. C'est que vous n'êtes pas un truc précis à cocher. C'est cette personne-là, vous l'avez fait confiance. Et du coup, ça marche de ce que j'ai cru comprendre. Donc, c'est trop chouette. Et bravo, parce que ça met en avant des profils dits atypiques. Et je trouve ça bien qu'encore aujourd'hui, on se dise, on me donne dans un marché où, au final, aujourd'hui, on a plein de candidatures, souvent. Et de donner confiance à des personnes qui, peut-être, n'auraient pas forcément eu le job dans une boîte plus tradie. Donc, merci à vous pour ça. J'en profite pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont pas écouté l'épisode, il y a 2 épisodes qui est sorti fin septembre.
qui est justement là-dessus, sur les profils atypiques. D'ailleurs, tous les deux, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez-le, il est vraiment très chouette. Je l'écouterai. Moi, je voulais rajouter un point sur ce mot atypique. Effectivement, c'est dans notre contexte, on l'a expliqué pourquoi c'était atypique. Mais je pense qu'on va être confronté de plus en plus à ce type de profil. On le voit maintenant, les jeunes, ils ont envie d'essayer plein de choses, plein de métiers différents. Ils ont la bougeotte, ils partent un an à l'étranger, ils reviennent. Préparez-vous, là on y est dedans. Hein. C'est-à-dire qu'on aura de plus en plus de profils, on n'est plus à l'époque de nos parents, où on reste 20 ans dans la même boîte. Donc oui, j'avais dit à Sophie, c'est un pari, effectivement aussi. Mais en même temps, il n'y a pas une prise de risque énorme non plus. Voilà, il faut tenter et on y va, quoi. Et ça apporte aussi beaucoup de valeur à une entreprise, d'avoir des profils comme ça qui sortent de l'ordinaire. On n'est pas dans des cases, surtout dans une start-up. Donc heureusement qu'il y a ce genre de profils qui font un peu bouger les lignes. Et donc ça ouvre les chakras. Non, mais ça permet de voir d'autres choses. Et puis pour moi, ce qui est important, c'est à la fin comment la personne adhère à la mission de l'entreprise, comment elle s'investit, comment elle est engagée, comment elle s'intègre dans toute l'équipe. Et c'est ça qui... Et puis bon, qu'elle fasse son job aussi, évidemment, mais ça va être ça. Mais voilà. Trop bien. C'est une belle histoire. Vous avez un dernier mot à rajouter sur cet exemple-là ou je vous passe à la question finale de l'épisode? Eh ben moi, j'étais contente d'être accompagnée par Nicolas parce que sincèrement, c'est quand même un travail de longue haleine avec plein de hauts et de bas et donc c'est important. Enfin, du coup, heureusement qu'on est accompagnés parce que il m'a remonté le moral et puis aider et puis faciliter beaucoup la vie. Donc je pense qu'on aurait mis beaucoup plus de temps si. Enfin, merci beaucoup pour cet accompagnement. C'est le souvenir que j'ai gardé. On s'appelait chaque semaine. Et des fois, on était un peu en down, et puis on se remontait le moral tous les deux, puis on relançait un petit peu de façon proactive le sourcing, l'approche directe, etc. Donc elle aussi, elle a été très impliquée dans le process et très disponible. Et ça, c'est la clé aussi, quoi. De sentir que la fondatrice qu'on accompagne est disponible, à l'écoute, preneuse de nos conseils aussi. Nous, ça nous motive encore plus en tant que recruteur. De façon consciente ou inconsciente, mais on se sent beaucoup plus impliqué, en tout cas dans le process, quoi. La preuve, il m'a pas blacklisté après, il a accepté de faire d'autres missions, donc c'est que c'était bon. Je comprends. Il a trop donné, quoi. Enfin, il y a un moment, faut arrêter les bêtises, quoi. Trop bien, merci à vous deux pour cet épisode, c'était très chouette. Il y a une question de conclusion que je pose à tous les invités de ma saison 4. La question, elle est très simple. On se téléporte en 2050, c'est dans longtemps, dans 25 ans. Vous faites vos archives numériques et vous redécouvrez cet épisode. Donc vous réécoutez genre, oh c'est marrant, il y a 25 ans, on a enregistré cet épisode tous les trois. Et je vous réinvite tous les deux pour parler du même thème. Donc on sera tous les trois encore là en 2050, je nous le souhaite. Merci Léo. Qu'est-ce qui a changé dans 25 ans par rapport au sujet d'aujourd'hui de recruter ses premiers salariés? Selon vous, on se sépare dans le futur dans 25 ans, qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est pas changé? C'est quoi le futur du recrutement des premiers salariés dans 25 ans? Déjà, roue libre. Je repenserai à nos réglages de micro, etc. Je pense qu'il y aura plus ce genre de problème. On aura des lunettes qui enregistreront et les vidéos et les micros. Il y aura forcément de l'IA, ça c'est sûr, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mais l'humain reste important. Et je pense que clairement, ce qui reste du match, enfin, je suis désolée, mais même en fait, recruter à distance, je me suis rendu compte. J'ai eu un recrutement à distance, alors ça se passe très bien, mais c'est pas facile. En fait, on a besoin de sentir la personne. C'est pas que de se parler, mais c'est aussi de se voir et de sentir les ondes ou je sais pas l'énergie que dégage la personne. Et en fait, il faut se voir, voilà. Et ça, c'est de l'humain. Les IA, elles n'arriveront pas te dire ça match ou ça match pas. Enfin. Okay. Et moi, au niveau du recrutement, je dirais, faut pas en avoir peur non plus, parce que l'IA est un formidable outil avec plein de possibilités pour aider. En tout cas, le recruteur sur ses tâches chronophages, clairement, d'accord, c'est gagner du temps. Et après, comme le dit Sophie, le plus beau de ce métier, ça reste l'humain, les rencontres, les échanges. Et là, on parle d'un point de vue recruteur, mais pour discuter avec des talents, ils disent la même chose. Moi, je veux garder ce lien-là avec des personnes en physique. Après, on va pas se mentir, on va évoluer de toute manière. Il y aura malheureusement de moins en moins d'humains, je pense. J'ai entendu parler de start-up déjà qui développe, en tout cas, on peut projeter sa tête et même son corps sur une IA qui va faire les premiers entretiens. C'est en train de se développer. Voilà, chacun, il voit un midi à sa porte ou va donner son avis sur ça, mais l'humain restera profondément ancré. Et peut-être que c'est grâce à ça qu'on arrivera à se démarquer aussi.
Et peut-être qu'on aura des profils bien plus atypiques et que le typique sera le typique finalement, qu'on aura des parcours de dingue, que les gens feront des carrières complètement diverses et variées. Donc ça sera super intéressant. Voilà, on aura d'autres boîtes et d'autres cultures finalement. Voilà, 2050, ça sera un monde peut-être plus où chacun se donnera peut-être plus de permissions et d'autorisations. Ok. Trop bien, merci à vous. On se donne rendez-vous du coup dans 25 ans pour voir si nos prophéties se sont réalisées. Merci à vous deux d'avoir accepté l'enregistrement et merci pour l'invitation du coup dans les locaux, Sophie. Bravo pour l'aller-retour à Lyon, Nicolas, sur aujourd'hui. Merci à vous deux, passez une excellente journée. Merci beaucoup Léo. Un grand merci, bravo. Tu es arrivé au bout de l'épisode. Merci et bravo. Merci parce qu'on met du temps et du cœur à faire ce podcast avec tous mes invités. Donc en écoutant jusqu'au bout, ça fait grave plaisir. Bravo, car en écoutant Tam Tam, tu progresses dans ton recrutement, tu fais de la veille, tu challenges tes pratiques et ça, c'est vraiment chouette. Et si tu veux aller encore plus loin et te former avec Blendy, tu sais où me trouver. Maintenant, si ce podcast te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire. En parler au monde entier et faire des t-shirts à mon effigie. Non, on va pas aller jusque là, mais 3 choses que tu peux faire. Premièrement, aller mettre une bonne note sur Apple Podcast ou Spotify. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Deuxièmement, tu peux en parler autour de toi. Et 3, tu peux envoyer un petit mot doux à l'invité du jour si tu l'as trouvé pertinent. Je suis sûr que tu feras des heureuses et des heureux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.